Cette œuvre, je ne l'ai ni ornée, ni emplie d'amples clausules, ou de mots empoulés et magnifiques, ou de quelque autre séduction et ornement extrinsèque, avec lesquels beaucoup ont coutume d'écrire et d'orner leurs ouvrages, parce que j'ai voulu soit qu'aucune chose ne l'honore, soit que la seule variété de la matière et la seule gravité du sujet la rendent agréable. Ce passage de la lettre dédicace du prince est extrêmement intéressant, parce qu'on y voit Machiavel refuser tout ornement rhétorique pour son traité. Or, si ce refus est conforme à l'intention d'ensemble qui anime la dédicace, il permet d'examiner de plus près le problème de la langue de Machiavel et de ses enjeux. Le rejet des amples clausules et des mots empoulés et magnifiques n'a rien d'étonnant. Il s'inscrit dans la continuité d'une rupture qui est annoncée par Machiavel dès les premières lignes de la lettre. Alors que les courtisans ont l'habitude, dit-il, d'approcher les princes et de se concilier leur bonne grâce en leur offrant de riches présents, Machiavel, quant à lui, n'a rien d'autre à offrir que le savoir politique qu'il a accumulé en confrontant l'expérience des choses modernes et la leçon des choses anciennes. Notre passage prolonge donc cette première rupture. Le discours que Machiavel s'apprête à tenir sera aussi différent de la rhétorique des courtisans que le savoir politique lui-même diffère des offrandes des courtisans. Cette rupture est d'ailleurs un geste constant chez Machiavel. Par exemple, le chapitre 15 du Prince affirme lui aussi que l'écriture de Machiavel diffère de celle des autres. « Je crains, dit-il, en écrivant moi aussi, d'être tenu pour présomptueux, d'autant que je m'écarte en disputant de cette matière de l'ordre des autres. » Ce que Machiavel rejette ici, c'est d'abord l'ensemble des formes de la belle langue, la langue des courtisans, ornée de formules. C'est la langue que, peut-être, Laurent de Médicis pouvait légitimement s'attendre à rencontrer dans cette offrande que lui fait l'ancien secrétaire de la seconde chancellerie de Florence. Une langue polie, une langue sophistiquée, mais aussi une langue servile, artificieuse, faite pour flatter, et surtout ne rien dire d'âpre ou de choquant. Machiavel entend donc s'éloigner des formes de la langue curiale. La langue qu'il refuse de parler, c'est celle que, presque dans les mêmes termes, Baldassare Castiglione va louer au contraire dans Le Courtisan en 1529. Il est bien vrai, dit Castiglione, que dans toute langue, certaines choses sont toujours bonnes, comme la facilité, le bel ordre, l'abondance, les belles sentences, les nombreuses clausules, l'abundancia, les belle sentenze, les clausule numerose. Machiavel désigne donc ici très clairement de qui et de quoi il entend se séparer. Des formes de la langue curiale, telles qu'elles dominent l'écriture des traités pendant le Principat médicéen et telles que les courtisans du 1er XVIe siècle l'illustrent et la défendent. Tout l'argument de la lettre dédicace du prince est d'ailleurs dans cette distinction. Il s'agit au fond de convaincre un héritier de la maison de Médicis que l'ancien secrétaire de la seconde chancellerie, l'ancien homme lige de leur ennemi, Soderini, a composé à partir de l'expérience républicaine un trésor d'expérience et d'usage dont le pouvoir médicéen lui-même ne peut plus se passer. Ainsi, la revendication de pauvreté en langue que formule ici Machiavel, eh bien, elle décrit du point de vue de la rhétorique l'opposition politique entre l'expérience de la République et la faiblesse des princes italiens, qui, comme le dit le chapitre 24 du Prince, ont perdu leurs États en 1494. D'autre part, cette revendication de pauvreté en langue adopte, de manière assez surprenante, une forme que l'on pourrait proprement appeler socratique. Il faut en effet se souvenir des déclarations de Socrate lorsqu'au début de l'apologie de Socrate, de Platon, il prend la parole face à ses juges. Socrate dit en effet « Ce ne sont pas des discours parés de locutions et de termes choisis et savamment ornés que vous allez entendre, mais des discours sans art, faits avec les premiers mots venus. » Et il ajoute « Je vous demande aujourd'hui de ne pas prendre garde à ma façon de parler et de ne considérer qu'une chose, c'est si mes allégations sont justes ou non. » Ce que Socrate rejette ici, c'est la parole technique, la parole sophistiquée des logographes,
ces professionnels de la rhétorique judiciaire, qui, dans l'Athènes du 5e siècle, se faisaient payer pour composer les discours qu'un citoyen pouvait avoir à prononcer lors d'un procès. Socrate, au contraire, parle seul, sans l'aide de quiconque. Il assume donc sa propre parole, puisque, d'ailleurs, c'est cette parole qui l'a conduit à être jugé par les Athéniens. Ce qui l'oppose au terme choisi et savamment orné, c'est son franc-parler, ce que les Grecs appelaient la parésia, le devoir moral de dire tout ce qui est vrai et juste, même quand on prend un risque, même quand on s'expose à un danger. Cette parésia, elle a deux caractéristiques. D'abord, elle utilise, dit Socrate, les premiers mots venus, et ensuite, elle ne doit être jugée que sur un seul critère, celui de la vérité de ses énoncés. Voilà donc ce que Machiavel, qui par ailleurs n'est pas philosophe, refuse d'être considéré comme philosophe, qui propose même d'expulser les philosophes de la cité. Voilà donc ce que Machiavel a de paradoxalement socratique, sa parésia. Bien sûr, le refus de la rhétorique est en soi un procédé rhétorique. Mais ce procédé passe ici par un dépouillement revendiqué, une pauvreté voulue de la langue. Cette langue qui se détourne de l'ornementation et qui refuse d'user de formules. Alors, bien sûr, on pourrait objecter à Machiavel que ce rejet d'un discours reposant sur des formules, en réalité, il n'est pas complet chez lui. Au contraire, sa manière d'écrire dépend très étroitement, bien sûr, d'une éducation rhétorique, qui, dans le cadre de la formation des officiers publics, est une éducation largement formulaire, justement. Certains latinismes récurrents dans le style de Machiavel, certaines tournures qu'on retrouve chez lui, renvoient évidemment à la langue de chancellerie et à ses formules, précisément. Mais ça n'est peut-être pas là le plus important. Ce qui est important, c'est que Machiavel nous annonce dans ce passage que sa tâche n'est pas seulement de condenser, de réduire, comme il le dit, ses connaissances politiques dans un petit volume, comme il le dit dans la lettre d'Édicace. Cette réduction implique aussi l'invention d'une langue pour la politique moderne. Et c'est cette invention, comme Socrate le disait déjà, qui passe par le recours aux premiers mots venus, aux mots ordinaires, aux mots quotidiens, aux mots de la rue. C'est précisément là le cœur de l'invention machiavélienne d'une langue politique. Se détournant de la rhétorique de cour, de ses amples clausules et de ses mots ampoulés et magnifiques, Machiavel va au contraire se tourner vers le sermo quotidianus, vers le langage ordinaire des citoyens de Florence. Ce langage ordinaire, c'est d'abord celui des métiers, puisqu'il est justement en train de revendiquer auprès de ces mêmes Médicis qui l'ont emprisonné, torturé et exilé, la spécificité d'une compétence professionnelle, qui est celle du métier politique qu'il estime être le sien, il est tout à fait logique qu'il se prépare à utiliser justement les langues professionnelles de la cité, les langues des métiers, pour construire cette langue nouvelle du métier politique. Et ce discours qui va, comme le dit le chapitre 15, s'éloigner des ordres des autres. Donc Machiavel va construire sa langue en empruntant les mots des marchands, les mots des marins, les mots des juristes, les mots des médecins et même les mots des peintres. Bref, les mots des artisans, des professionnels, les mots de la boutique. Sa langue sera donc composée et hybride. Elle prélèvera, elle digérera tous ces emprunts, comme d'ailleurs la langue de Dante l'avait fait avant lui. Par exemple, dans le Discorso dialogo interno alla nostra lingua, Machiavel se représente en train de discuter avec Dante, et il démontre à Dante que la langue que ce dernier a forgée pour écrire sa Divine Comédie, c'est une langue hybride, une langue composite, une langue qui s'est forgée en empruntant à tous les parlers populaires, à tous les dialectes municipaux de l'Italie. Et Machiavel conclut ce discorso en disant à Dante « Je veux que tu considères le fait que les langues ne peuvent être simples, mais qu'il convient qu'elles soient mêlées aux autres langues. On appelle langue d'une patrie celle qui convertit à son propre usage les mots qu'elle a empruntés à d'autres, et qui est assez puissante pour que les mots empruntés ne la désorganisent pas, mais pour qu'elle-même les désorganise, car ce qu'elle prend aux autres, elle le tire à elle, de sorte que cela semble sien. » Alors voilà, la pauvreté de la langue revendiquée par Machiavel dans la lettre d'Édicace cacherait donc en réalité au contraire une très grande richesse.
C'est précisément la richesse de cette hybridation des discours professionnels, ces langues de métier que la langue nouvelle de la politique va justement tirer à elle, de sorte que cela semble sien.